Bon Gilles, 1981, c'est pas une belle année? Alors oui, c'était mon année en fait, pareil. Et puis les courses se sont enchaînées avec des 4-5e places et puis après j'ai commencé à prendre confiance. Je suis allé en Écosse, j'ai gagné les 6 jours d'Écosse et quand je suis revenu en mondial, ben j'ai pris la tête du championnat pour ne pas la lâcher jusqu'à la fin. Pour les Rousses, ça a été mon premier Grand Prix, hein, ma première victoire en championnat du monde. J'arrivais des 6 jours d'Écosse que j'avais remporté et donc la semaine d'après, championnat du monde, épreuve française. Donc ça avait été un succès pour moi énorme. Ça avait été un succès populaire aussi parce qu'il y avait eu énormément de gens qui avaient fait le déplacement, qui étaient venus voir. On a rencontré Serge Vota, Oui. qui était l'organisateur. Oui, C'est vrai que quand on l'a appelé, on a dit Gilles Burga, ça lui a rappelé de beaux souvenirs. Hein. Alors Serge, tu nous as trouvé des collecteurs. Oui, bonjour Eric. Ouais, écoute, là, je me suis replongé dans les archives du club après trentaine d'années et là on a retrouvé des documents qui font chaud au cœur et entre autres l'affiche du club, les engagements des pilotes. C'est un grand retour en arrière et surtout on parle d'amis, on parle de pilotes français qui ont marqué notre époque et c'est un grand moment pour moi de passer du temps pour regarder tous ces documents. Donc c'est vrai qu'on a revu avec Gilles les moto-revues, moto-journal des Rousses. Ils soulignent tous l'organisation particulièrement de haut niveau. Donc notamment on voit que vous aviez mis un grand chapiteau, c'est ça? Oui, à l'époque on a voulu soigner l'accueil des spectateurs, des journalistes, l'accès aux zones. Donc en plus notre équipe c'est une équipe de passionnés de moto. Entre autres de trial, mais des passionnés. Et aujourd'hui, cette réussite, c'est tous ces gens-là qui sont toujours là, qui travaillent au club actuellement. Et voilà, donc en 81, ce chapiteau, c'était aussi pour accueillir les gens dans de meilleures conditions. D'accord. Alors dans les collecteurs que tu as trouvés dans ton grenier, tu nous as notamment retrouvé donc, tous les engagements de tous les pilotes. Et donc on va les découvrir, c'est ça hein? Voilà. Qui c'est qu'il y avait aux Rousses en 1981? Un pilote français par exemple, Pascal Couturier, et on voit son engagement ici, et la Fédé lui avait donné un timbre film pour faire l'épreuve française. Voilà, c'est l'engagement de Pascal Couturier avec la lettre de la Fédération pour le mondial aux Rousses. En continuant, on peut voir bien sûr notre ami Charles Coutard, son engagement également. On trouve notre ami Adrien Prato. Eh ouais, le petit Adrien. Le petit, voilà. Et également Christian Desnoyers, on l'a retrouvé aujourd'hui au Mont Ventoux. Et voilà son engagement aux Rousses en 81. Eh ouais, donc on voit bien MC Lagaude. Voilà, exactement. Avec sa SWM 320 TL. Exactement. Sa signature. Ensuite, les Michauds, en premier, ici, c'est Thierry. Donc, mais là, Thierry, il était vraiment tout jeune, là. Il était tout jeune, on peut voir son âge ici. Et il conduisait une 125. D'accord, donc là, il avait 17 ans. 17 ans, quelque chose comme ça, voilà. D'accord, ouais. Voilà. Ouais, ça, Thierry, là, c'était aussi le début d'une grande aventure. Ouais. Sachant que 4 ans après, il était champion du monde. Et puis le grand frère. Et le grand frère. Voilà, Fred qui portait le numéro 55. D'accord, Fred Michaud. Fred Michaud. Avec la Bultaco 350 à l'époque. Exactement. Et un petit jeune là, donc après on va voir un petit jeune. Voilà, un petit qui avait le numéro 44. 44. Donc il était assez loin donc dans la hiérarchie mondiale, hein, c'est ça? Oui, exactement. Et on trouve, c'est qui ce jeune? Burga Gilles. Incroyable. Incroyable. Numéro 44. Donc là avec la SWM 280. Et, bon. Et Gilles venait juste de gagner les 6 jours avant l'épreuve des Rousses. Donc c'était le début de son aventure. Quelques mois après, il était attitré en Allemagne, champion du monde en 81. Donc première victoire en mondial de Gilles, c'était donc aux Rousses. C'était aux Rousses, exactement. Un bon moment, hein, oh là là. Serge. Ça fait chaud au cœur et en plus la famille Burga, le papa, la maman,
sa sœur, c'est vraiment des gens qui ont marqué au-delà de Gilles. Je veux dire, l'empreinte de la famille Burgat-Lantrial est toujours présente dans nos cœurs et pour les personnes de cette époque. Et oui, parce que Pierre et Odette, donc les parents de Gilles, étaient très présents et ils le suivaient de partout. Partout. Et je me rappelle à l'époque au Rousse, Pierre et Odette avait une caméra VHS et en 80, les caméras VHS, il n'y en avait pas beaucoup. Et je me rappelle, M. Burgat, Mme Burgat couraient dans les zones avec leur caméra pour filmer l'épreuve. C'était un petit souvenir. Et ouais. Voilà. Et ouais, Gilles, un bel numéro 44, Gilles. Donc après, donc ça, on a vu un peu les Français, mais à cette époque, il y avait les cadors. C'était plutôt des Anglais, des Espagnols, c'est ça, Serge? Exactement. Et à l'époque, chaque pilote s'engageait, c'est-à-dire que c'était pas une liste préétablie. Les pilotes nous contactaient et remplissaient. Par exemple, voilà, par Telex. Par Telex. Ouais, Telex, bah là, les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est un Telex. Hein. Je pense, voilà. Donc là, c'est John Lampkin. John Lampkin, ok. Voilà. Et après, nous, Soubira, pilote espagnol. D'accord, lui je crois qu'il avait une Fantic, c'était un des premiers pilotes Fantic Soubera, c'est ça? Exactement, ben, écoutez, alors on voit là, Fantic. Fantic. Ensuite, Malcolm Ratmel. Et ben, Malcolm Ratmel, encore une légende. Hein. D'accord, ouais. Et avec la Montesa 349. 349. Et après, Tony Gorgot, qui fait deuxième au Rousse après Gilles. Et ouais. Et en sachant que Charles Coutard a fait troisième au Rousse. On ne l'a pas dit juste avant, Charles a fait troisième. Donc le podium des Rousses, c'est premier Gilles Burgat. Deuxième Gorgot et troisième Charles Coutard. Et Charles était sur le podium. Charles était sur le podium. Donc et sur sa Montesa. C'était une belle journée, hein, ça. Ah, c'était une belle journée. C'était une belle journée. Et voilà, juste pour donc après on voit Solaire. Voilà, Manuel Solaire. Là, et là c'est Martin Lampkin, ici. Ah, donc là le Martin, là. Voilà, là c'est le Martin. Le papa de Doug Lampkin, voilà. Martin. Et donc là il avait une S-double-M aussi. Lui. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Donc le numéro 5. C'est le numéro 5. Donc ça c'était quoi, un Telex à l'époque? Un Telex, non, c'était un... comment on appelle ça? Des messages postaux, je ne sais pas exactement. Ouais, on voit l'écriture de Martin Lampkin. Et voilà, et là on trouve... donc là on se rapproche des cadors, hein, parce que là on voit numéro 4, un Belge. Un certain Eddie Lejeune. Eddie Lejeune. Voilà, et qui était le pilote Honda, et qui est devenu, à partir de 82, le champion du monde l'année suivante. D'accord. Voilà. Et cette année, au Rousse, il était en tête du championnat du monde au moment des Rousses. Et Gilles, petit à petit dans la saison, a pris de l'avance sur Eddie. Et Eddie n'a pas pu être champion du monde en 81, et c'est notre ami Gilles qui a eu le titre. D'accord. Voilà. Donc on se rapproche des 3 meilleurs mondiaux là. Hein. Donc le numéro 3, un certain... Vesterinen. Le beau finlandais. Le beau finlandais sur la Bultaco 340. D'accord. Avec un style extraordinaire. Ouais, je crois qu'on avait vu une photo de toi avec Iro Vesterinen voilà, sur le podium. Voilà. Et puis après en Allemagne parce que tu as suivi aussi les courses. On a suivi Gilles jusqu'à la dernière épreuve. Et donc là on retrouve le number 1 de l'époque. Notre champion du monde 80, Ulf Karlsson. D'accord, on revoit là. Ulf Karlsson qui était le numéro 1 avec sa Montesa, je crois. Voilà, exactement, qui était champion du monde donc en 80. D'accord. Et Ulf Karlsson, il finit combien en Rousse, tu te rappelles? J'ai le rapport de clôture ici, on pourrait le regarder tout à l'heure. En plus, c'est le rapport de clôture. Voilà. Ensuite... Ah, donc le dernier de la liste. Bernie Schreiber. Bernie Schreiber, le champion du monde américain. Voilà, qui était champion du monde en 79. Et qui portait donc, qui a fini vice-champion du monde en 80. D'accord. Et on voit d'ailleurs, là, il avait son Italjet verte. Exactement. Eh ben, des bien beaux documents, Serge. Voilà, et surtout, toute cette génération de pilotes, c'est la génération des pilotes des années 70-80. D'avoir un papier dans les mains, quelque part, c'est un grand moment. Ouais, c'est sûr. Hein. Bon, en plus, là, on a vu, donc tu nous as ressorti l'affiche. Donc la fille du championnat du monde. Voilà, et on a fait une petite photo avec Gilles et Christian Desnoyers là. Voilà, c'était vraiment sympa hein, de revoir ça. Voilà. Ben, vraiment super. Hein. Des moments d'émotion. C'est sûr. Hein. Et puis là, de le retrouver là au Ventoux, ah oui, toute l'équipe, c'est extraordinaire. Hein. Oui, et puis ces moments ont tellement été forts d'entre les années 78 jusqu'en 86-87, on ne peut pas oublier.
c'est la grande famille du trial. Ouais. Et puis donc là, nous, on suit Gilles, on essaie de suivre parce qu'en interzone, on lui avait dit, vu qu'on est juste derrière, d'accélérer pas mal. Et là, Gilles, il a quand même un bon coup d'accélérateur. Hein. Je crois qu'on a peu pu le suivre. Hein. Ça a été difficile des fois. Pourtant, il a sa SWM 320 de l'époque. Hein. De l'époque. Donc, c'était une belle. Bah, bien beau document. Hein. Eddy le jeune, on voit sur la belle cascade des Rousses, avec un monde impressionnant, on voit de partout. Hein. Serge, il y avait combien de personnes dans ce mondial des Rousses? Oh ben à l'époque, on ne comptait pas trop les personnes, on était content, il y avait du monde, mais il y avait vraiment du monde. Chaque zone avait au moins, je sais pas, une dizaine de rangées de spectateurs, et c'était la queue, mais pas uniquement vers la ligne d'arrivée, les dernières zones faciles d'accès, c'était partout. Le circuit faisait 25 km. Alors pour les pilotes d'aujourd'hui, on parle d'un trial de 25 km, de 3 tours et de 7h30. D'accord. Voilà, le trial des Rousses à l'époque. Et c'est vrai, il y a un peuple fabuleux, c'était extraordinaire, des gens passionnés. Et ce que tu me disais, c'est que la Rousse a failli être annulée parce que la veille... On va dire pas annulé, mais la veille, il a neigé dans le Jura. Dans le Jura, il neige toujours un petit coup dans tous les mois de l'année. Mais cette fois-ci, le 16 mai l'après-midi, il y a eu une averse de neige. Et comme les Jurassiens disent, une averse de neige remet le temps. Et le lendemain, il fait toujours beau. Donc le président que tu étais à l'époque, il n'était pas trop inquiet alors? J'étais très inquiet. Et j'étais allé voir le propriétaire de la cascade des Rousses, qui était un ami, M. Delorme, Marcel Delorme, propriétaire de la cascade, qui était bûcheron, et qui avait son activité dans le Jura, m'a dit « Mais Serge, arrête de t'inquiéter, la neige dans le Jura, ça remet le temps. » Et le lendemain, on a le grand soleil. Et allez, on voit Gilles, Eddy le jeune, dans la cascade du Biais de la Chaille. Belle image. Hein. Donc ça, c'est une photo que Honda t'avait envoyée. Exactement. Et on voit le commissaire, ici, c'est Guy Totan. Notre ami Guy Totan, qui était commissaire dans cette zone. Superbe. Donc Serge, hein, bien sûr, hein, Gilles Burgat qui gagne au mondial. Et en plus, tu nous as rapporté le rapport de clôture donc de cette belle journée. Voilà, donc le rapport de clôture, à l'époque, on l'écrivait à la main. C'est un rapport. Le directeur de course s'appelait Michel Neveu à l'époque. Les commissaires sportifs, donc l'ancien président du club, Jacques-Henri Grachavin, qui était le patron des lunettes Gessel. Pourquoi Gessel? C'est ce qu'on voit sur le dossard. Le dossard des pilotes, c'était les masques, les lunettes masques que l'on retrouve maintenant partout dans tous les sports. Et il était précurseur dans ce type de lunettes, c'était notre ami Jean-Henri Grachavin. Et donc le classement général, hein, donc on voit bien sûr Gilles Burgat qui gagne face à Gorgotte et puis Charles Coutard. Et notamment on voit que Gilles, bon il avait fait le trou hein, parce qu'il y a quand même un gros écart au niveau de Gilles. Hein. Belle épreuve. Hein. Ah oui, et Gilles fait vraiment le trou à chaque tour, il était devant tout le monde. Et on va dire que personne n'a pu l'inquiéter tout au long de la journée. Ouais, c'était la folie alors quand tu as vu que Gilles Burgat était en tête du mondial, de ton mondial. Mais franchement, ce jour-là, j'étais avec mes équipes. Je crois que j'étais pas dans la course. La course, on l'a offert aux spectateurs, aux journalistes, à tout le monde. Et nous, en tant qu'organisateurs, on était tellement pas stressés. Je ne suis pas un stressé de nature, mais on était près de nos gens, près de l'organisation, et j'ai pas vécu comme maintenant on est au Mont Ventoux, on suit les pilotes et tout. Là c'était pas la même chose, on était dans l'organisation et c'était un peu mon regret parce qu'on n'a pas pu suivre, j'ai pas pu suivre tour par tour exactement, mais la course s'est faite sans moi bien sûr. Bon, en plus tu nous as sorti un journal anglais où on voit le gros titre que Gilles Burgat a fait. Voilà, il fait le mondial en France fait 2 pages dans cette revue anglaise qui est Motorcycle News. Et le mondial aux Rousses représente 2 pages avec Gilles, Gorgotte dans la zone 15.
D'accord. Et là on voit Gilles, donc c'était la zone 15, la dernière zone, la zone qui était sur le village. Et pour nos amis trailistes qui connaissent nos anciennes pilotes, là on voit dans cette zone, on a 2 commissaires de zone, Georges Graziani de Besançon et notre ami Charles Mielin de Besançon également, qui était commissaire dans cette zone 15. On retrouve plein de gens qui ont fait vivre le trial à l'époque. Et en plus tu nous as trouvé une couverture là de Christian Desnoyers qui est, ouais, que j'avais jamais vu. Ouais, voilà, Christian Desnoyers qui fait la première de couverture de France Moto, le journal de la fédération. Alors, ce qui est important de dire également, c'est que pour cette épreuve du mondial, et pas uniquement pour le championnat de France, le trial faisait souvent la une de la première de couverture. On voit ici le trial des Rousses fait la première de couverture de Moto Revue. Ouais. Également un encart sur Moto Journal. Ah ouais, on voit. Donc ça c'était aux Rousses. Hein. Voilà, c'était aux Rousses. Et Gilles, avec donc la Moto Revue, l'article, c'est notre ami Loulou Bernardelli qui l'avait écrit. Et là, Michel Davance pour Moto Journal. Ouais, les 2 grands journalistes voilà, de l'époque. Hein. De l'époque. Super.